Il y a débat. Prévention et lutte contre les épidémies, c'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce débat. Les épidémies deviennent de plus en plus fréquentes au Sahel. La dengue fait partie des plus préoccupantes. En ce moment, plus de 500 décès ont été enregistrés au Burkina Faso et au Mali. Suite à cette épidémie, il y a en même temps la diphtérie qui sévit au Niger. Quels sont les facteurs favorisant la propagation des épidémies dans ces trois pays? Comment assurer une prévention et une lutte efficace contre ces épidémies? Studio Yafa du Burkina Faso, Studio Kalangou du Niger, Studio Tamani du Mali s'intéressent à ces questions dans ce débat délocalisé à Bobo Dioulasso en plein air. Nos invités, Karim Kombassere, médecin de santé publique, Claudine Ouedraogo, spécialiste de santé, journaliste à Impact TV, et Madame Madeleine Bazia, accoucheuse auxiliaire à la retraite et mère de famille. À la présentation de ce débat, je suis Mranaki Maïga, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Il y a débat. Tout d'abord, au Burkina Faso, 511 décès liés à la dengue ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. Témoignage d'une personne touchée par la dengue dans ce reportage de Daniel Koulibaly. J'avais mal aux articulations. Le journaliste Doigbe Adrien garde encore les séquelles de la dengue. Victime de cette maladie en 2022 et cette année encore, il dit s'en remettre peu à peu depuis quelques semaines. Je me suis levé un matin, j'avais fait un palu simple et ça a évolué. Et puis après, je me suis levé un matin, j'avais mal aux articulations, j'avais des douleurs terribles à la tête et c'est comme si mes yeux allaient sortir. Alors ça faisait très mal et je n'arrivais plus à dormir. C'est ainsi que j'ai décidé moi-même d'aller faire un examen. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais la dengue. J'ai fait la dengue il y a au moins 3-4 semaines. Et aujourd'hui encore, j'en porte un peu les séquelles parce que j'ai l'impression quand je parle chaque fois, j'ai envie de tousser. Les séquelles de la dengue peuvent perdurer des semaines selon le spécialiste en santé publique Dr Karim Kombassere. Il recommande de bien s'alimenter pour reprendre la forme. Pour les personnes qui font la dengue après le traitement, il ne faut pas rester alité à la maison et tout ça. Il faut se déplacer, s'émouvoir. Ça peut permettre de redynamiser un peu l'esprit, de bien manger surtout, de boire beaucoup d'eau. Il faut faire du sport si possible. La période post-dengue n'aime pas la sédentarité. Il ne faut pas aussi continuer à faire de l'automédication parce que sur le plan biologique, rien n'est prouvé que les éléments au niveau du sang sont presque finis. L'automédication ou une prise en charge tardive de la dengue peut entraîner des complications. La personne peut développer des troubles de la coagulation, notamment liés au saignement dont on avait parlé et qui ne s'arrête pas, une baisse de la pression artérielle avec une continuité de dégradation de l'état général. Donc tout cela peut avoir des conséquences sur le rein, sur le foie, les organes vraiment vitaux de l'organisme et ça va créer un désordre au niveau de l'organisme. Pour éviter les complications liées à la dengue, les médecins conseillent de faire des examens dès l'apparition des symptômes. Dans les formations sanitaires publiques, les tests de diagnostic rapide de la dengue sont gratuits pour les patients selon un communiqué du ministère en charge de la Santé en date du 17 octobre 2023. Claudine Ouedraogo, vous êtes journaliste et spécialiste en santé. Quels sont, selon vous, les défis liés à la dengue au Mali et au Burkina Faso? Il faut dire que les défis sont nombreux. D'abord, à commencer par les mesures d'hygiène. De plus en plus, on voit que nos villes connaissent un niveau de développement. Il y a des bâtiments qui poussent ça et là, mais à côté également, on voit que les caniveaux ne sont pas bien entretenus et avec les eaux qui stagnent au niveau donc de ces caniveaux, cela contribue donc à la propagation du moustique et ce qu'on appelle les larves qui se développent et je pense que les populations gagneraient à rendre un peu plus propre leur milieu de vie. Cela pourrait donc contribuer un tant soit peu à réduire la multiplication du moustique
le moustique tigre, on va dire, et par la même occasion, peut-être, pourquoi pas d'autres maladies. Vous avez plutôt évoqué les facteurs qui favorisent la propagation de ces maladies. Alors, quels sont, selon vous, aujourd'hui, les défis liés même à la dengue? Les défis sont nombreux. Au niveau des populations, il y a des défis, mais également au niveau des décideurs. Il faut rendre peut-être ce qu'on appelle les tests un peu plus accessibles. C'est vrai qu'il y a une mesure qui a été prise au niveau du public. Il est possible de faire le test de la dengue gratuitement, mais qu'en est-il des privés? Il faut payer. Et depuis que la mesure a été rendue gratuite, on voit qu'il y a beaucoup d'affluence au niveau des hôpitaux publics, des centres de santé publics, on va dire. Donc, au niveau donc, des décideurs, il y a des défis. Au niveau également des populations, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, il faut que les populations également s'y mettent. D'accord. Alors, docteur Karim, est-ce que vous partagez cette analyse de Claudine Ouedraogo sur les défis liés à la dengue? Je pense que sur beaucoup de points, elle a raison. Et les défis sont énormes, surtout au niveau étatique et au niveau de la communauté. Au niveau étatique, il faut faire en sorte que la maladie ne touche pas le plus grand nombre de personnes. Ça veut dire développer des mécanismes pour endiguer la propagation de la maladie. Et ces mécanismes peuvent être d'ordre au niveau du renforcement des capacités des centres d'accueil et d'ordre financier pour un peu améliorer la logistique au niveau de ces structures-là. Et au niveau de la communauté, il faut savoir que c'est une maladie qui touche plusieurs personnes et qui a des impacts économiques, sociaux et sanitaires. Donc, si nous prenons la mesure de la gravité de la maladie, ça va nous éviter encore d'avoir plus de personnes. Donc, je peux dire que le défi, il est partagé à tous les niveaux et il faut qu'on s'y mette pour pouvoir enrayer la maladie. D'accord. Alors, en tant que médecin, quels sont selon vous les symptômes même de la dengue? Oui, je crois que celui qui a parlé a bien défini un peu quelques éléments de symptômes. Vous avez, pour la plupart des cas, des gens qui sont asymptomatiques, qui ne manifestent pas la dengue, qui ne manifestent pas de signes cliniques. Mais pour ceux que nous avons dans les centres de santé, vous avez des céphalées intenses, vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs au niveau des yeux, au niveau orbitaire, les yeux qui veulent sortir, comme il a dit, de façon simple. Vous avez, pour des cas graves, des gens qui peuvent avoir des saignements au niveau de la gencive, au niveau des blessures. Si vous avez des points de blessure, il y a des risques qu'il y ait des saignements. Donc, il y a beaucoup de manifestations que nous pouvons voir. Il y a aussi des manifestations biologiques au niveau du système de santé, quand vous faites des examens, on peut se rendre compte que vous avez la dengue avec des manifestations biologiques. Voilà, donc je peux me limiter là. Dans votre introduction, vous avez évoqué des impacts économiques. Quels sont ces impacts économiques selon vous? Je vais être plus simple, c'est-à-dire que si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui a la dengue, et déjà s'il travaille, il ne va plus travailler, il va chercher à se prendre en charge. Ça veut dire qu'il n'aura plus de revenus. Et vous êtes obligé de trouver de l'argent pour aller le soigner. Parce que ce n'est pas une maladie qu'on traite qui guérit en une journée. Et donc, ça peut vous handicaper pendant quelques jours, et voire quelques semaines. Ça va vous empêcher de travailler. Et donc, la famille est obligée de mettre la main dans la poche. Et souvent, on est obligé de cotiser pour soigner les gens. Vous savez que dans le contexte actuel de nos trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, il y a la crise économique aussi qui est là. Donc, on n'a pas suffisamment de ressources financières. Et si les maladies interviennent, ça veut dire qu'on doit encore redoubler d'efforts pour trouver de l'argent pour prendre en charge les patients. Donc ça, ce sont des éléments. Et vous savez aussi que les personnes qui souffrent de la dengue
de formes graves peuvent en mourir. Et donc, si quelqu'un meurt aujourd'hui, qui a la capacité de travailler, c'est un coup dur pour l'État, pour le pays et pour sa famille. Madame Madeleine, vous êtes mère de famille. Dans quelles conditions les patients sont-ils accueillis dans les centres de prise en charge? Par rapport à ce que vous venez de dire, dans les formations sanitaires en tout cas, une fois que vous partez pour la prise en charge, ça dépend des centres. Si c'est des centres où c'est privé, là, ça ne cause pas de problème comme si c'est public. Au contraire, au public, quand vous partez, des fois l'accueil n'est pas aussi ça. Ils se disent, l'examen est gratuit, donc ils tournent un peu. Quand vous dites l'accueil n'est pas aussi que ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que quand vous partez, on vous demande d'abord de faire le TDR. C'est-à-dire, TDR, quand vous dites TDR? TDR pour voir si c'est le palu. C'est quoi TDR selon vous? Le test de dépistage rapide pour le palu. Donc on vous demande de faire ça d'abord. Après ça, on va vous dire encore ils ont vu que c'est le palu, mais il faut que tu fais, on va voir pour le dengue aussi, la dengue aussi. Si c'est pas ça. Donc ça, si c'est pas un public, si c'est un privé, donc ça fait double frais. Vous voyez, non seulement vous allez payer pour TDR, et en plus vous allez payer encore pour la dengue. D'accord. Plus de 500 décès liés à la dengue au Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette propagation de la dengue au Burkina? Moi, je me dis que la propagation est due, peut-être au manque d'hygiène aussi. Puis c'est de nos jours-là, il y a des caniveaux qui sont toujours bouchés. L'eau ne coule pas en saison pluvieuse comme saison sèche. Donc, une fois que l'eau ne coule pas, ça veut dire que ça reste là-bas. Les laves là, les moustiques sont toujours dedans. Ceux qui sont à côté, et ça les dit rien. Ils sont déjà dedans il y a longtemps. Mais une fois que vous êtes de passage, ou bien vous vous arrêtez là-bas, et il y a des moustiques, vous êtes attaqué. D'accord. Le docteur a expliqué tout à l'heure dans son introduction des impacts économiques. Les facteurs socio-économiques et environnementaux ont-ils un rôle à jouer dans cette propagation de la dengue? Je pense que tout est lié. C'est vrai qu'il y en a qui disent quand on n'a pas les moyens, et quand on est pauvre, on va dire, et c'est un peu difficile de rendre son environnement propre. Mais moi, je pense que ça ne s'explique pas. Même quand on n'a pas assez de moyens, on peut rendre quand même son cadre de vie propre avec le peu de moyens qu'on a, de sorte donc à pouvoir se prémunir de certaines maladies. Je m'explique de manière très simple. Combien coûte un balai? Alors qu'avec un balai, on peut facilement nettoyer son cadre de vie et on peut essayer même d'éviter d'entasser, par exemple, les objets usés qu'on n'utilise plus, par exemple les pneus, parce que le moustique, il adore, entre griffes, les endroits qui sont sales, où il y a de l'eau, et selon les explications des spécialistes, peut-être que le docteur pourrait apporter donc des précisions. Même quand c'est de l'eau propre, quand on dépose l'eau pendant un certain temps, le moustique tigre a le temps donc de se déposer dessus et puis de pondre ce qu'on appelle les larves. Donc, de manière générale, il faut de plus en plus mettre l'accent sur son cadre de vie, faire le tour de sa maison, voir ce qu'il y a comme des nids, donc des endroits où le moustique pourrait se cacher. Donc, si on prend vraiment cette question d'hygiène, d'assainissement de son cadre de vie en main, je pense qu'on pourrait donc arriver à bouter cette maladie-là donc de notre pays et pourquoi pas de notre continent. Alors, quelles sont les conséquences de cette pathologie sur la santé humaine? Les conséquences sont énormes, vu le nombre déjà même de personnes qui sont décédées. Même une personne qui décède,
il n'y a pas que cette personne. Quand on voit un décès on comptabilise un décès au niveau d'une famille, si c'est par exemple le père de la famille ou encore la mère de famille, vous imaginez, il y a les enfants, et nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de personnes donc autour d'une personne qui meurt. Qu'est-ce que ces personnes-là, peut-être que la personne même qui meurt, elle constitue le pilier. Elle a constitué le pilier de la famille. Donc, qu'adviendra-t-il de toutes ces personnes qui sont autour? Peut-être qu'il y a des enfants qui verront leur scolarité maintenant en difficulté. Qui va payer la scolarité des enfants, les orphelins qui sont là? Donc, il y a des conséquences à plusieurs niveaux quand on perd un être. Et il faut travailler, donc, vraiment, il faut qu'on cherche ensemble des solutions pour arriver donc à limiter les dégâts de cette épidémie de dengue-là. D'accord. Docteur, quelles sont les populations les plus touchées par cette maladie et pourquoi, selon vous? Avant de répondre à cette question, je veux préciser que au niveau de la dengue, les moustiques tigres aiment l'eau propre et l'eau stagnante. D'accord? Et vous avez dans notre environnement des gens qui laissent les pots de fleurs, les pneus. Et pendant la saison pluvieuse, par exemple, il y a l'eau qui reste, par exemple, dans ces pneus. Donc, c'est le lieu de prolifération de ces moustiques-là et qui transmettent. Maintenant, j'ai aussi apprécié quand il dit, quand une personne décède, il faut les garder tout autour de la personne. Vous pouvez avoir un enfant qui décède, ça peut être l'enfant unique de la famille, le seul enfant qu'ils ont attendu pendant des dizaines d'années qui décède, lié à une maladie qu'on pouvait éviter. Vous avez le père de famille, la mère et ainsi de suite. Donc l'impact économique, l'impact psychologique est là. Et ça va nous suivre. Il n'y a pas à dire que quand la personne décède, dans 10 ans, il va revenir. C'est fini. Donc je profite en même temps pour dire aux spécialistes et à l'ensemble des gens que au-delà de la comptabilité qu'on fait sur les chiffres en disant on a 2 décès, 3 décès, 4 décès, on a 500 décès, il faut les garder derrière chaque décès. Et ça va nous interpeller tous. Pour revenir à votre question, la dengue n'épargne personne. Et au Burkina, on a enregistré des décès de médecins liés à la dengue. Il y a tout le monde, hein. Il y a des religieux, des agents de santé, tout le monde qui décède. Parce que quand vous êtes dans un endroit où les moustiques sont là, c'est sûr que les moustiques vont vous apprécier par rapport à ceux qui ne sont pas. Maintenant, il y a des comportements qui font que les moustiques aiment certaines personnes par rapport à d'autres. Voilà. Ici, par exemple, si on regarde sur ce plateau, les moustiques vont la préférer par rapport à moi. Parce qu'on a de l'espace où les moustiques peuvent en prendre du sang. Et les moustiques sortent la journée. Ils sont plus fréquents la journée et peut-être un peu plus tôt la nuit. Donc quand vous êtes dehors et que vous dedans et que vous ne me protégez pas, c'est sûr que les moustiques vont vous apprécier par rapport à ceux qui seront protégés. Voilà, c'est cette catégorie que je veux faire. À la date du 23 novembre, sait-on combien de cas positifs ont été détectés au Burkina Faso? Au Burkina Faso, je crois qu'on est à, si je ne me trompe pas, on doit atteindre environ 20 000 cas probables. C'est-à-dire que des cas qui ont été testés positifs avec les tests de diagnostic rapide. On est à plus de 20 000 cas. D'accord. Nous allons entamer cette deuxième partie de ce débat. Au Mali, des citoyens s'expriment sur les mesures préventives de cette maladie suivante. Et si tu dors sur une moustiquaire, en tout cas tu es protégé contre cette maladie dengue. On se protège avec les moustiquaires imprégnés. Nous on dort sous les moustiquaires. Parce que quand tu es atteint de cette maladie, il peut y avoir des saignements dans tes parties sensibles du corps, quoi. Madame, vous venez d'écouter ce micro-trottoir. Tous parlent de moustiquaires imprégnés, qu'ils dorment sur des moustiquaires imprégnés. Est-ce les moustiquaires suffisent-elles de se protéger contre la dengue?
Les moustiquaires ne suffisent pas. Puis c'est à la maison, tu es sous moustiquaire et dehors. Tu ne peux pas te promener avec moustiquaire. Qu'est-ce qu'il faut alors? Maintenant, comme on le dit, il y a des pommades qu'il faut appliquer. Porter des habits, comme on le dit, pour se protéger. Sinon, on ne peut pas se promener avec moustiquaire. Par rapport même aux moustiquaires, là, je peux dire que l'an passé, pour la distribution des moustiquaires, là, ça n'a pas été comme on a demandé. Comme on a dit en tout cas. Il y en a qui ont eu, il y en a d'autres qui n'ont pas eu. Même moi, personnellement, je n'ai pas eu. Qu'est-ce qui fait cela selon vous? Ça, c'est resté au niveau de nos collègues. En tout cas. Sinon, on dit de se protéger en dormant sous moustiquaire. Ça, c'est à la maison. Mais une fois que tu es dehors, on ne parle plus de moustiquaire en ce moment. Alors, quels sont, vous, en tant que une spécialiste accoucheuse à la retraite, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour vous protéger actuellement? Maintenant, comme madame vient de le dire, l'assainissement de la cour, de l'entourage, mais les voisins maintenant, tu peux les en parler, les sensibiliser, mais tu ne peux pas les obliger à faire. Vous voyez? Alors que c'est un nanophèle qui s'envole. De ce jeu, ça peut revenir chez toi. Est-ce que vous voyez? Sinon, en tout cas, il y a l'assainissement et puis le port, comme je dis, de se protéger là. C'est ça qu'on peut maintenant. D'accord. Pour la prévention. D'accord. Madame, dites-nous quelles sont les mesures actuelles qui sont mises en place pour se protéger contre la dengue? Alors, les mesures, elles sont multiples. Et quand j'ai écouté l'élément, j'ai un peu souri parce que la moustiquaire, comme l'a dit Madame Bazier, c'est uniquement quand on est à la maison. Mais une fois qu'on sort, on ne peut pas se promener avec sa moustiquaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être utiliser les répulsifs, que ce soit des sprays ou encore de la pommade. Porter effectivement les vêtements longs, que ce soit je pense que ce soit en journée ou encore les soirées. Il faut qu'on adopte certaines habitudes, quoi. Donc, certains réflexes même, de plus en plus, porter des vêtements longs qui couvrent les parties, les membres inférieurs, les membres supérieurs, et même, pourquoi pas, le visage. Donc, c'est essentiellement ce qu'on a, les insecticides également, parce que quand on parle de la moustiquaire, il y en a qui disent, quand je dors sous la moustiquaire, ça m'étouffe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être pulvériser avec les insecticides, mais tout en évitant d'inhaler ces insecticides-là, parce qu'on risque de quitter de la dengue et puis aller dans d'autres types de maladies, notamment respiratoires. Donc, c'est essentiellement ça. Et savoir peut-être également sélectionner ce qu'on utilise. Parce qu'on a vu des gens utiliser des sprays et puis développer des allergies. Donc là, on quitte une maladie vers une autre. Il faut donc aller vers des spécialistes, leur poser la question, qu'est-ce que je peux prendre comme spray? Est-ce que les populations sont suffisamment informées par rapport à ces dispositions-là qu'il faut prendre? Mais voici une occasion. À travers cette émission, c'est des informations. Avec cette émission, elle ira loin. Ça va atteindre plusieurs publics. Donc, on a besoin de ces cadres-là. Et on a observé ces derniers jours également, il y a des conférences publiques. Il faut vraiment des cadres de sensibilisation. Et cette émission donc, que vous avez initiée, je pense, donc, participe à cet aspect donc, de sensibilisation des populations. Donc, c'est vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation. Et pourquoi pas, même au niveau des quartiers, je pense qu'il ne faut pas tout le temps voir les choses en grand. Je peux initier, par exemple, dans mon quartier, une rencontre avec les femmes. Madame Bazier également étant une agente de la santé à la retraite. Pourquoi pas des cadres au niveau de la famille? Actuellement, on a des groupes WhatsApp. On a des groupes WhatsApp dans les familles, les amis, les promotions. On peut faire passer les messages de sensibilisation au niveau de tous ces cadres-là. Il faut les exploiter.
Donc, passer les messages de sensibilisation. Mais est-ce que les autorités également, les autorités de ces différents pays, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, jouent réellement un rôle capital dans la lutte contre ces épidémies? Les jours passés, pour ma part, étant donc une femme des médias, j'ai pu prendre part à des rencontres, d'échanges, notamment sur la maladie. C'est ce qui me permet aujourd'hui donc d'aborder les symptômes, peut-être même les conséquences de la maladie, parce que j'ai été outillée. Donc je pense qu'au niveau étatique, il y a quelque chose qui est fait, même si quelque chose doit être fait davantage. D'accord. Alors, comment prévenir et contrôler la propagation de ces épidémies, docteur? Peut-être avant de répondre à cette question, au niveau étatique, ce qui est fait pour le faire, pour prévenir la dengue et lutter contre la dengue actuellement. Je sais qu'au Burkina Faso et au Mali, pour ce que je sais, il y a des initiatives, il y a des centres qui sont mis en place. Au Burkina, c'est le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Au Mali, c'est le département DOSP qui s'organise avec les différentes régions pour mettre en place des équipes, ce qu'on appelle des équipes de gestion d'incidents, qui travaillent d'arrache-pied pour lutter contre la maladie. Et au Burkina, je sais qu'il y a les hauts bassins qui sont activés depuis août et le centre Ouagadougou, Kadiogo qui est activé. Alors, comment fonctionnent ces centres de prise en charge? Non, ce n'est pas des centres de prise en charge, c'est des centres de coordination de la riposte contre les épidémies. Voilà, ce sont des centres qui répondent directement au niveau du ministère de la Santé, qui répondent au ministre. Ils sont nommés et ils ont des représentants nommés qui répondent chaque jour ou presque chaque semaine au ministre de la Santé de ce qui se passe sur le terrain. Donc, ces centres-là, il y a quand même des équipes qui sont mises en place pour riposter contre la maladie. Et à l'intérieur de ces centres, vous avez des équipes de surveillance, de riposte, d'assainissement et ainsi de suite. Donc, il y en a tellement. Ça peut faire l'objet même de 5 émissions pour parler de ça. Concernant les centres de prise en charge, comment elles fonctionnent? Les structures de prise en charge? Oui, en fait, toutes les structures étatiques sont des centres de prise en charge. Maintenant, vous avez des paliers. Vous avez le niveau périphérique, ensuite le niveau intermédiaire et vous avez les centres hospitaliers. Donc, si vous êtes un patient, vous allez dans les centres de santé périphériques et en fonction de votre état, on peut vous référer vers l'échelon supérieur. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes organisés, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, c'est comme ça. Sont-elles professionnelles? Vous dites? Les structures sont-elles professionnelles? Oui, c'est des structures professionnelles, c'est des structures étatiques, voilà, et souvent privées, mais c'est des structures qui travaillent, qui contribuent à la prise en charge des patients. Donc, ils font du bon travail dans ce sens-là. Madame Madeleine, est-ce que vous estimez que les centres de prise en charge fonctionnent réellement comme il faut pour lutter contre ces épidémies? Si, ils essaient de faire de leur mieux. Mais par rapport à la population, nous, on trouve toujours que ça ne va pas. Qu'il faut un plus toujours. Bon, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que madame vient de dire, par rapport à la sensibilisation. Moi, étant dans le quartier, comme agent de santé, par rapport à les associations et les voisines, je peux les sensibiliser. Mais si au niveau des formations sanitaires, si on pouvait mettre l'accent sur leur causerie, informer, éduquer et bien, mieux sensibiliser les patients qui vont venir, je pense que ça serait un plus aussi. D'accord. Alors, mais est-ce que, selon vous, les tests de dengue se font réellement dans ces centres de santé comme il le faut aujourd'hui? Ça se fait. C'est comme je viens de dire. Une fois que vous partez, ils commencent d'abord par le TDR. Mais si, des fois, ça dépend des cas. Si c'est avancé, ils vont directement. D'accord. Sur les tests de la dengue, là. D'accord. Madame, les tests de dengue s'effectuent comment? Les tests de dengue, bon, je pense que je ne suis pas... Certes, le docteur est là, mais vous, en tant que spécialiste de santé, vous avez une idée de ça?
Oui, on a les tests rapides. Et quand les gens arrivent au niveau donc des centres de santé, que ce soit public ou privé, je pense qu'il y a un prélèvement qui est fait. C'est à partir donc du sang qui est analysé et puis on vous fait le retour donc pour les résultats. Mais pour ce que j'ai pu entendre ces derniers jours, c'est qu'au niveau de certains centres, il y a eu des gens qui ont voulu en venir aux mains avec le personnel soignant. Parce que les gens ont appris que c'était gratuit, les gens ont afflué d'un peu partout. Tout le monde veut faire le test de la dengue, même quand on n'a pas de symptômes. C'est à ce niveau donc que ça pose problème. Parce que vous savez que ce qu'on appelle les réactifs, on ne les fabrique pas au niveau national. On les achète et même on en commande. Et quand on commande, actuellement, ça va mettre un certain temps avant d'arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Même au niveau familial. Quand, par exemple, je fais des provisions, mais il faut que je sois à mesure donc, de pouvoir rationner ce que j'ai. Et c'est ce que, je pense, les agents de santé essaient de faire. Mais ce message-là ne passe pas au niveau du public. Les gens disent, mais on a entendu le communiqué disant que le test est gratuit, mais dès que j'arrive, il faut me faire le test. Et la dernière fois, à la rencontre d'échange avec les hommes et femmes de médias, il y a un des responsables de la santé qui nous a dit qu'il y a une infirmière qui a failli être lynchée parce qu'il y a un patient qui est arrivé, qui a exigé à ce qu'on lui fasse le test de la dengue. Et l'infirmière lui a expliqué, d'abord, bon, vous êtes arrivé, vous n'avez pas de bulletin, vous n'avez pas été vu par un médecin. Vous ne pouvez pas donc nous exiger à ce qu'on vous fasse le test. Et le monsieur n'a pas voulu comprendre. Il a pensé que cette dame n'a pas voulu le prendre en charge. Et je pense que ça a failli en venir aux mains. Il a fallu que ses collègues interviennent, que les services donc de sécurité qui étaient là interviennent pour qu'elle puisse sauver sa peau. Mais il nous est revenu que selon ce qui a été donné donc comme consigne au niveau donc des centres de santé, c'est que il faut que le patient qui arrive présente un certain nombre de symptômes. Et dans le premier élément que nous avons suivi, il y a les douleurs atroces, les douleurs au niveau des orbites, il y a la fièvre. Il faut donc que tous ces signes-là, ces symptômes-là, soient réunis avant de pouvoir passer au test. Sinon, si on se met à faire le test à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui affluent, et quand c'est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura des moments où des gens qui sont plus dans le besoin vont arriver et on sera à court. Donc, à ce moment, ça va un peu compliquer le diagnostic de la maladie. Et je pense qu'il faut que le message, on arrive à passer le message comme quoi, même quand le test, on s'est dit que le test est gratuit, ça rentre dans une certaine ligne de conditions. Et quand tu ne présentes pas ces symptômes, on ne peut pas te faire automatiquement le test, même s'il est gratuit. Donc, vous estimez qu'il y a un déficit de communication? Tout à fait. Comment corriger cela alors? On peut corriger cela à travers ce cadre, par exemple, ce soir. On peut corriger cela à travers des messages au niveau des médias, notamment les messages en langue. Parce que nous, actuellement, l'émission, c'est en français, mais il serait bon que ce soit donc dans nos différentes langues. Parce que nous sommes combien de personnes à parler le français et mieux à comprendre cette langue. Alors que le problème qui se pose, ça se pose au niveau des populations qui n'ont peut-être pas donc, qui n'ont pas eu peut-être cette chance d'aller à l'école, de pouvoir donc parler le français, de pouvoir comprendre le français. Donc on gagnerait à multiplier les messages de sensibilisation en langue. C'est ce que je peux préciser. Docteur, comment traite-t-on les cas de dengue positif? Oui, les cas de dengue positif. Permettez-moi de dire que la note qui est sortie au niveau du ministère de la Santé, c'est vrai que ça n'a pas été précisé, mais il faut que les populations sachent que ce n'est pas un dépistage. Parce que quand les gens vont, ils demandent qu'on leur fasse le test, ça va sembler un dépistage. Et d'ici là, si on doit faire le dépistage, en une journée, on aura fini le test.
Et vous aurez, comme elle a dit, des gens qui vont venir sérieusement pour se faire diagnostiquer et on ne pourra pas. Donc il faut vraiment qu'on demande l'indulgence des gens pour qu'ils sachent que ce n'est vraiment pas un dépistage et c'est pour les biens qu'on le fait comme ça. Maintenant pour les cas de dengue, c'est ça, les cas graves. Et il y a un circuit au niveau national, au niveau des pays, de prise en charge de toutes sortes de maladies. Il y a des échelons, comme je disais. Si vous avez des cas graves ou bien une dengue grave, c'est sûr qu'on va vous orienter vers la structure la mieux habilitée pour vous prendre en charge. Donc, dans nos structures, on a des hôpitaux tertiaires qui permettent de prendre en charge ces patients. Donc, si le personnel décide que votre cas est grave, on va vous référer. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez très mal que c'est grave. Ce n'est pas parce que vous avez mal à la tête que c'est grave. D'accord? D'accord. Vous aurez la parole tout de suite. Nous allons parler de la troisième partie de ce débat. Comment améliorer la synergie et la lutte contre les épidémies au Sahel, suivant la réaction de Samaïla Mamadou, secrétaire général du groupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, au micro de Nafissa Adamou Sirfo. Dans la sous-région, il y a un système par rapport à la gestion des épidémies qui doit être mis en place. Et on appelle ça le COUSP. C'est le centre des opérations d'urgence sanitaire. Le Niger a déjà eu à élaborer le document par rapport à l'installation de ce centre. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, en termes d'infrastructure de centre, il n'est pas mis en place un centre fonctionnel, mais tout le dispositif en termes de renforcement du personnel, en termes de mise à disposition des moyens tels que les véhicules roulants et aussi du dispositif qui doit être déployé à l'intérieur du pays en cas d'épidémie. Tout ce système est opérationnel au Niger. Et il y a, je dirais, moins de 6 mois, une cohorte d'experts ont été formés par l'OMS avec certification pour pouvoir faire face à tout type d'épidémie qui peut survenir dans le pays. Et ils ont été aussi dotés de moyens conséquents en termes d'investigation pour pouvoir aller à l'intérieur du pays, pour pouvoir investiguer, pour voir ce qui se passe. De l'autre côté, ce que je dirais pour le Niger, ce n'est pas les infrastructures en fait qui constituent le problème. Mais la cause profonde, c'est le fait que dans une population donnée, on a une majorité d'individus qui ne sont pas immunisés contre certaines maladies. C'est ce qui fait en sorte que quand le cas se propage, on passe au stade d'épidémie. Et par rapport à ça, c'est vraiment, je dirais, la mentalité ou le comportement qu'il faut voir comment arriver à le faire changer. Donc, le système d'immunisation, il doit être renforcé en faisant en sorte que la communauté s'engage dans la vaccination. Docteur, avez-vous des informations sur le système de gestion des épidémies qui doit être mis en place? Oui, merci beaucoup. Je l'ai mentionné précédemment, pour le Burkina et pour le Mali, nous sommes suffisamment avancés. Nous avons un centre des opérations qui est déjà mis en place, que nous appelons le Chorus, qui travaille depuis 2018. Ça a été mis en place. Et le Mali aussi l'a mis en place. Donc, je pense que ce qu'il faut faire pour ces pays, c'est de trouver le mécanisme de coordination entre ces trois pays qui va permettre de partager les informations et de répondre efficacement. Pour ce qui est du Burkina, on a depuis 2018 le centre, comme je disais, on a avec ce centre géré la Covid, d'accord, sur tout le territoire national. On a formé des équipes d'intervention rapide, ils sont assez nombreux, mais ce n'est pas suffisant parce qu'avec la mobilité, on en forme encore. De quoi les centres ont besoin aujourd'hui? Les centres que vous venez de citer tout de suite. Le centre, c'est, comme je dis, c'est un centre de coordination, d'accord. Le centre a besoin de renforcer toujours son équipe et avec des formations beaucoup plus spécialisées. Ils ont besoin de ressources financières. Vous savez, on n'a pas dans nos pays des fonds d'urgence pour répondre rapidement à une situation d'urgence. Donc ça, c'est vraiment un cri de cœur qu'au niveau étatique, on puisse mettre à la disposition des fonds d'urgence pour que quand il y a une situation, on puisse aller intervenir. Ça, c'est important. Si on renforce la collaboration, on a ce qu'on appelle le One Health. Le One Health qui est aussi une façon de travailler avec les ressources animales, les ressources
et au niveau de l'environnement, tous les secteurs, pour travailler en cas de maladie. Parce que les maladies, la dengue par exemple, on l'appelle, c'est comme une zoonose, c'est des arboviroses. C'est-à-dire que si une maladie quitte de l'animal à l'homme, vous voyez, vous ne pouvez pas traiter l'homme et laisser l'animal. Il faut faire une synergie d'action. Donc si nous renforçons ces centres en ressources financières, en ressources humaines et en logistique nécessaire, ça va nous permettre d'être très réactifs, à répondre efficacement au niveau des urgences. Peut-être pour ajouter, au niveau du Burkina, je pense qu'ils sont en train de décentraliser. On a les régions, les directions régionales, mais ils ont besoin d'être décentralisés au niveau régional pour répondre localement, régionalement, comme si je peux le dire, aux différentes épidémies et éteindre le foyer avant que ça ne puisse s'étendre. D'accord. Madame, qu'est-ce qu'il faut revoir dans les dispositifs de prise en charge des épidémies au niveau de ces 3 pays? Pour la prise en charge, je souhaiterais qu'ils essaient de voir le côté gratuité. Quand on parle de gratuité seulement, c'est pour mettre les agents et la population en conflit. Ils se disent que tout est gratuit. Alors que les produits, tout est là pour les cas d'urgence. Mais pas pour ceux qui viennent d'eux-mêmes pour faire le test là. Souvent on a ces problèmes. Ah, j'ai fait une forte fièvre, si je pouvais faire. Il paraît que vous avez les produits, si je pouvais faire le test là. Non. Amène un bulletin, fais-toi consulter d'abord pour qu'on dise, tu vas faire le test là. Mais ils ne font pas ça. Et ils veulent seulement, une fois qu'ils viennent seulement, fais mon dépistage. Donc souvent, le mot gratuité là, ça nous met en conflit. Nous, on part en disant que tout est possible pour nous. Alors que ce n'est pas ça, c'est pour les cas d'urgence. Tu peux voir de ce côté-là aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut revoir? Je vous repose la même question dans les dispositifs de prise en charge. Alors, qu'est-ce qu'il faut revoir? Je pense que le docteur l'a souligné. Pour ce qui est du chorus, c'est vraiment récent. C'est 2018. 2018, c'est à côté. Donc, c'est peut-être voir ailleurs pour ceux qui sont peut-être en avance en ce qui concerne donc la gestion des épidémies. On peut voir dans des pays qui sont déjà avancés comment ça se passe. Et donc, à partir donc, de leur expérience, s'en inspirer. Et je sais qu'au niveau donc, des pays africains, il y a toujours peut-être les problèmes de financement qui se posent. Il faut chercher des moyens. Peut-être actuellement, c'est surtout des moyens endogènes. Avant, on était un peu plus tourné vers l'extérieur. Mais on voit que l'aide se raréfie. C'est compliqué pour ceux même qui nous aidaient avant de pouvoir donc continuer à nous aider. Donc, c'est peut-être développer des stratégies pour donc pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir prévenir même les épidémies. Parce qu'en toute chose, je pense que, surtout pour les questions de santé, c'est toujours bon de parler prévention. Et donc, c'est mettre l'accent sur des moyens endogènes. Il faut vraiment qu'on réfléchisse. Peut-être trouver des cadres de réflexion pour réfléchir à comment ceux qui sont en avance là, ils font pour s'en sortir, comment trouver des moyens au niveau, donc à l'interne, pour pouvoir donc faire face aux épidémies, surtout la prévention, pour que ça n'arrive pas. Parce que quand ça arrive, c'est difficile à prendre en charge. Il nous reste 1 minute 15 secondes. Comment améliorer la prise en charge dans ces 3 pays? Il faut se parler, il faut un engagement fort au niveau étatique. Il faut accélérer la mise en place de la couverture maladie universelle qui est à la traîne. Si on arrive à le faire, ça va vraiment contribuer à la prise en charge et à la lutte contre les épidémies. Et pour terminer, il faut un engagement fort des communautés. Il faut s'engager à lutter contre les épidémies. Ça commence chez soi d'abord. Et après, l'État viendra en aide avec la mobilisation interne des ressources. Si on veut une souveraineté, il faut vraiment qu'on s'engage à mettre la main dans la poche. D'accord.
Merci. Ainsi se referme ce débat qui vous a été présenté par Imirana Kilomaïga, réalisé par Studio Yafa du Burkina Faso, Studio Kalangu du Niger, Studio Tamani du Mali. Tous les invités sont unanimes qu'il faut voir la gratuité dans les prises en charge des épidémies et ils souhaitent à ce que les États s'inspirent des pays développés pour y faire face à toutes sortes d'épidémies et développer des stratégies pour prévenir. Ils souhaitent également un engagement des États du Sahel et élargir la couverture médicale. Nous étions avec 3 invités, Dr Karim Kombasséré, médecin de santé publique, Claudine Ouedrago, elle est journaliste à Impact TV et spécialiste de santé, et Madeleine Bazier, accoucheuse auxiliaire à la retraite et mère de famille. Merci d'avoir suivi ce débat. À très bientôt. Il y a débat.